Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour Hélène, je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode. On s'est rencontrés en novembre à l'occasion d'une conférence que tu avais fait pour l'association Vivre son deuil et je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui pour un sujet que je pense tu vas aborder d'une certaine manière en te présentant. Rien de tel que toi pour te présenter, alors je te laisse la parole. Bonjour Charlène, et merci pour ton invitation. Alors me présenter, Hélène Romano, donc je suis docteur en psychopathologie habilitée à diriger les recherches, ça veut dire que je suis psychologue et chercheur, et je suis aussi docteur en droit et en sciences criminelles et très spécialisée sur la question du psychotraumatisme. Moi, ça fait 30 ans que je travaille. Il y a 30 ans, on n'en parlait pas du tout, ça n'intéressait personne. Maintenant, heureusement, on en parle beaucoup plus. Et donc, dans mon quotidien, j'accompagne des enfants, des parents, des familles qui ont été exposés à ce que j'appelle, moi, des fractures de vie, qui peuvent être des deuils, qui peuvent être des maladies graves, qui peuvent être des agressions, des viols, du harcèlement, enfin tout ce qui est lié au psychotraumatisme. Le psychotraumatisme, c'est ce qui nous confronte à la mort. Merci pour cette présentation. On voit que tu es quand même sur de nombreux sujets. Comme tu l'as dit, c'est ce sujet des enfants, en tout cas, qui va nous intéresser aujourd'hui, même si les autres ont tout autant d'intérêt, bien entendu. Et parce que justement, les enfants, ils ont une gestion de la mort qui est quand même différente de la nôtre. Peut-être pour nous introduire le sujet, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire justement sur ce point ? Alors, il y a plein de choses à dire. L'enfant, dans l'étymologie, c'est infant, celui qui ne parle pas. C'est important de l'avoir en tête parce qu'on a toujours, dans les campagnes de prévention, par exemple, de la mobilisation à dire que c'est à l'enfant d'appeler, l'enfant de faire le 119, l'enfant de solliciter ses parents. Mais il y a déjà tous les enfants, les bébés, ce qu'on appelle le préverbal, les 0-3 ans. Ils parlent pas, ou alors ils ont un babil traumatique qui est pas reconnu comme tel. Après, l'enfant qui commence à parler, il n'a pas du tout les mêmes repères face à la mort que les adultes. Et l'adolescent, il a plus tellement envie de parler avec les adultes. Donc, on voit qu'il y a ces trois grandes catégories d'âge et une représentation de la mort qui n'est pas pareille. Alors, le tout petit, il perçoit plus la perte et le deuil, c'est pas que la mort, c'est la réaction face à la perte. Il va percevoir les bouleversements liés à la perte. Un bébé qui perd sa maman, c'est sa figure d'attachement principale qui est plus là. Il est complètement bouleversé, mais il comprend pas ce que ça veut dire, mort. Mais il voit bien que la personne qui est normalement là pour s'occuper de lui au quotidien, maman, papa, est plus là. Donc, il peut avoir des réactions souvent corporelles, de régression, de difficulté à investir la vie, le monde extérieur, qui peuvent hypothéquer son devenir. Je dis ça peut, parce que c'est pas automatique, on pourra voir après comment faire pour l'accompagner. Donc, le tout petit bébé, il va ressentir la mort. Pas la comprendre parce que son cerveau n'est pas encore cortiqué comme il faut. Mais c'est important de le dire parce que trop souvent, on a eu cette idée que les bébés endeuillés, ça n'existait pas. Au sens, pas de souffrance psychique. Il n'y a qu'un seul article international sur le sujet. C'est un article que j'ai fait sur une recherche des bébés endeuillés. Et j'ai eu beaucoup de mal à le publier dans une revue dite référencée, avec un comité de rédaction, parce que les collègues me disaient, oh là là, le deuil chez le bébé, il peut pas être en deuil parce qu'il n'a pas la conception de la perte. Et c'est vrai qu'un bébé jusqu'à 6 mois, il est habituellement très collé à son parent qui s'occupe principalement de lui. Il n'y a pas de différenciation et il ne perçoit pas que maman, papa et moi, ça fait 2 ou 3. C'est à 6 mois, c'est ce qu'on appelle souvent l'angoisse de l'étranger, où l'enfant perçoit que, oh là là, maman et moi, ça fait 2, papa et moi, ça fait 2. Oula, c'est angoissant et je vais avoir des réactions d'anxiété. Donc, il y a beaucoup de professionnels qui considèrent qu'avant 6 mois, on peut pas parler de deuil. Parce que le deuil, c'est la réaction face à la perte. Donc, si l'enfant est collé, il n'y a pas de perte puisqu'il fait qu'un avec l'autre. Ouais, alors qu'en fait, il le ressent. En fait, il va pas le comprendre de la même manière que nous, mais sa manière de vivre le deuil, c'est de le ressentir. C'est tout à fait ça. La différenciation, elle est là. Donc, le tout petit de 0-3 ans, il va ressentir la mort. L'enfant, 3 ans, alors on va dire jusqu'à 7-8 ans, le curseur descend un petit peu,
il va comprendre la mort, mais il va comprendre la mort avec ses théories. Et ça, c'est une façon de concevoir la mort qui est pas du tout la nôtre. Les enfants, ils théorisent beaucoup dès qu'ils comprennent pas quelque chose. Donc, il va théoriser autour de la mort, alors des théories sur sa responsabilité en particulier. Ouais. Et l'enfant, il théorise beaucoup, comment on fait les bébés, toutes ces choses-là, pour donner du sens. Et dans sa théorie, comme il arrive à mieux parler, à mieux comprendre, mais pas encore comme un ado, comme un adulte, il n'a pas la conception du temps. Un enfant, les semaines, les mois, les années, il n'a pas intégré ça. Quand vous partez en vacances avec un enfant petit ou un adolescent, le petit, il vous dira ce qu'il a aimé faire l'été, alors que l'ado vous dira début juillet, mi-juillet, fin juillet, début août, mi-août, fin août. Donc un enfant, pour lui, la mort, c'est pas universel, c'est pas irréversible, et ça s'attrape. Et ces trois dimensions-là sont la spécificité de la représentation du deuil chez l'enfant. C'est pas universel, on va pas tous mourir. C'est pas irréversible. Quand on est mort, bijou magique, une vie qu'on rachète sur un jeu vidéo, on n'est plus mort. Et ça s'attrape, ça veut dire que si mon copain a perdu son papa à l'école, moi qui connaissais le papa de mon copain, mon papa va mourir. Et ça va rester très longtemps. On considère les Américains qui font beaucoup d'études jusqu'à 8-9 ans, alors on va dire 7, 8, 9 ans, ça dépend aussi de l'environnement de l'enfant, puis ça dépend surtout de la vie de l'enfant. Un enfant qui a perdu un parent, qui a perdu son animal domestique, et l'animal domestique, c'est souvent un confident, c'est un membre de la famille en termes d'affection, même si ça peut choquer. L'enfant, il peut s'effondrer après la perte de son animal domestique. Donc, s'il a été exposé à la mort avant, malheureusement, il sait ce que c'est qu'être mort. Mais s'il a jamais été exposé à la mort, jusqu'à 8-9 ans, la mort, ça s'attrape pas, c'est pas pour toujours. Et ça s'attrape, pardon, c'est pas pour toujours. Et on va pas tous mourir. Et progressivement, avec la maturité neurocognitive, psychoaffective, vers l'adolescence, entre 8-9 ans et l'adolescence, ça cogite. Et à l'adolescence, l'adolescent a intégré ces trois dimensions-là. Il a une représentation de la mort qui se rapproche de nous. Mais, 2 petites minutes encore, la particularité, ça va être l'expressivité du deuil chez un bébé et un ado. Ouais. Et là, c'est important juste de prendre le temps de le dire. Les adultes qui ont oublié les enfants qu'ils ont été attendent souvent que l'enfant réagisse comme eux. Donc, j'ai perdu mon mari, je m'imagine que mes enfants vont pleurer, vont être tristes, déprimés, comme moi. Mais comme l'enfant, il n'intègre pas la mort comme moi, il va souvent avoir des moments de tristesse et des moments où ça va bien. Des moments de tristesse, des moments où ça va bien. C'est très chaotique. Et ça, c'est important de le dire parce que comme les adultes attendent que l'enfant parle et se plaigne, l'enfant n'a pas forcément la capacité de parler pour se plaindre. Et puis quand il voit que ses parents, son entourage va pas bien, donc il va pas forcément en parler. Il va souvent se développer ce qu'on appelle en faux self, en étant hyper adapté. Et ce sont des parents, par exemple, en consultation, qui, moi, viennent me voir ou des collègues en disant, bon, j'ai perdu mon mari, perdu ma femme, perdu un grand-parent ou perdu une fratrie. Il faut qu'ils voient un psy. Mais il va très bien. Et les parents nous présentent un enfant très hyper adapté. Il mange bien, il dort bien, il réussit bien à l'école, il est gentil, pas de problème. Mais en consultation, l'enfant lâche, pleure, et il nous explique qu'il s'autorise pas à pleurer devant les parents. Donc, il y a à la fois une compréhension de la mort, une perception de la mort qui est différente selon les âges, et une expressivité du deuil qui est différente selon les âges. Merci pour ce point, qui permet, je pense, de bien poser les bases et de comprendre que à chaque alors moi je dis souvent que chaque deuil est unique, déjà c'est important, et que en plus de ça, en fonction de l'âge qu'on a et en fonction du parcours de vie aussi, comme tu disais, si par exemple on a vécu la perte d'un animal de compagnie, ça donne déjà une idée sur ce chemin. On n'est pas pour autant prêt, on n'est pas pour autant toujours équipé, mais on a déjà une petite idée. Et c'est important ce que tu dis, je trouve, dans cette notion de que un bébé ressent le deuil ou un enfant théorise le deuil, il l'intègre différemment d'un ado ou encore d'un adulte. Et du coup, comment tu l'as un petit peu abordé, justement, il y a des parents qui vont dire il dort bien, tout va bien. Comment on fait pour essayer de réagir au mieux? Et quand j'entends au mieux, je te le disais juste avant en off, on sera jamais parfait, mais
au plus près des besoins de l'enfant, sachant que là pareil, on est sur une vidéo qui va essayer de parler au plus grand nombre, et du coup il y a peut-être des choses dans lesquelles certaines familles, certains parents ne se retrouveront pas, mais quels sont les points de repère un petit peu qu'on peut avoir, ou des choses qu'on peut avoir à l'esprit pour justement accompagner dans la notion de marcher à côté de son enfant, pour que justement il puisse exprimer ses besoins qui lui sont propres à tel ou tel âge? C'est une bonne Grande question et question. j'essaie de répondre en n'étant pas trop bavarde. T'as le temps, je suis pas pressée. Ce qui est peut-être important, c'est de pas rester seul. Parce que quand on est soi-même endeuillé, alors notre enfant, il peut avoir perdu un proche, un papa, une maman, une fratrie, il peut avoir perdu un grand-parent, son animal de compagnie, parce que c'est vraiment un membre de la famille pour les enfants. Il peut avoir perdu un camarade d'école, la maîtresse, vous voyez, un environnement qui est aussi proche, mais qui touche pas la famille pareil. Et ce qui est souvent fondamental, c'est de dire aux parents de ne pas rester seuls. Pas rester seuls parce que si on est soi-même endeuillé, on n'est pas forcément les plus disponibles psychiquement parce qu'on est écrasé par le chagrin, on a les papiers, tout ça à faire pour s'occuper de son enfant. Il faut pas hésiter à passer un relais. Alors, on pourra voir les relais après, mais déjà, ça, c'est une première chose à dire. La deuxième perspective, c'est plus une technique qui peut vous servir au quotidien pour les parents, qui est ce que j'appelle, moi, l'empathie transitionnelle. Alors, transitionnelle, rapidement, c'est un terme qu'avait utilisé un pédopsychiatre, Winnicott, pour décrire un objet, le doudou, par exemple, qui permet à l'enfant de faire le lien entre la maison que je connais et l'extérieur que je connais pas. Quand je suis inquiet, je me raccroche à ce que je connais, mon doudou. L'idée, c'était ça. L'empathie transitionnelle, c'est se mettre au niveau de l'enfant. C'est-à-dire que moi, parent au sens large, professionnel, j'ai ma compréhension de la situation, j'ai ma compréhension de ce que l'enfant perçoit, mais c'est peut-être pas la réalité. Et le risque, c'est qu'en essayant de communiquer avec lui, comme je suis blessée ou pas forcément disponible, je court-circuite la communication. Et je risque de court-circuiter, par exemple, en posant des questions suggestives. Tu vas bien? Ça s'est bien passé à l'école? Là, c'est nos propres projections, en fait, d'adultes, Oui, d'une certaine manière. voilà. Et en le formulant comme ça, il y a la réponse dans la question. Ouais, je c'est pas pareil de dire comment ça s'est passé à l'école? Comment tu vas aujourd'hui? Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui peut paraître simple, mais l'accompagnement d'un enfant, qu'on soit parent ou professionnel, moi j'appelle ça l'art de l'infinie délicatesse, parce qu'à chaque fois on va poser, surtout un enfant qui est blessé psychiquement, un mot, bon, on fait marche arrière, voilà, on tricote, puis on retricote. Et ce qui peut aider l'enfant pour être dans la co-construction, être dans la continuité, et la mort, ça vient fracturer cette continuité, c'est qu'en tant que parent, je puisse lui signifier dans ma façon d'être et dans les mots que je suis présente. Donc, par exemple, dire je. Quand je te vois comme ça, j'ai l'impression que c'est mon point de vue. Je vais pas dire à l'enfant, ah, t'es en forme aujourd'hui, ou ça va pas aujourd'hui, ou t'es triste. Ça se trouve, mon enfant, il est pas triste, il est fâché. Je te trouve triste, ou je trouve que tu as l'air d'aller bien, mais je sais pas ce qu'il en est vraiment, parce que comme ta sœur est morte il y a 2 jours, peut-être que t'as pas envie d'en parler, peut-être que t'as envie d'en parler. C'est une question d'ajustement. Ça paraît très simple, c'est pas si évident que ça quand on est dedans. Et l'objectif, c'est vraiment ça, pas être seul pour se retrouver un peu des ressources et se mettre au niveau de l'enfant. En disant en ayant des formulations un petit peu hypothético-déductives comme ça, j'ai l'impression, je me dis que, je pense, est-ce que tu souhaiterais en parler ou pas? On va vers l'enfant. Et ça, c'est vraiment important parce qu'un enfant blessé psychiquement, et la mort, c'est un événement traumatique, ça blesse. Alors, ça veut pas dire qu'on est condamné à souffrir, mais on peut pas dire que on n'est pas touché par rapport à cet événement-là de vie. Si on attend que l'enfant vienne me voir en disant « je suis triste, papa est plus là », certains le font, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et l'enfant, il va rester sur cette rive du deuil, de la souffrance, de la peine, et le parent, il va attendre que l'enfant vienne. Donc, certaines fois, les enfants s'autorisent à exprimer leur douleur, et c'est très lié à l'histoire familiale, à la façon dont on gère les émotions dans la famille, dont on s'autorise à parler. Il y a des familles de taiseux, il y a des familles qui parlent beaucoup, donc c'est aussi lié à la dynamique familiale antérieure. Mais en tant que parent, quelle que soit la dynamique, on sait que c'est important que l'enfant ne reste pas avec ses théories, avec ses représentations, et puisse parler. Mais certaines fois, il va parler directement,
D'autres fois, il a besoin d'une forme de prothèse psychique. Et la prothèse psychique, c'est d'aller vers lui. Ouais, de tendre une main. Voilà. On a un certain nombre de parents qui sont conseillés. Alors, je suis psychothérapeute, donc je vais être prudente dans ce que je dis pour mes propres collègues, qui sont vraiment poussés à prendre des rendez-vous auprès d'un psychothérapeute pour évaluer. Donc, sur le principe, c'est plutôt une bonne chose, voir comment l'enfant va, évaluer. Mais le drame, c'est que bien souvent, le psychothérapeute qui n'est pas formé attend que l'enfant parle. Donc, les parents sont soulagés, ils vont faire un rendez-vous chez le psy, l'enfant va voir le psy. Ça fait 6 mois qu'on attend un rendez-vous en CMP, ça y est, on a enfin le rendez-vous en CMP, et l'enfant ne parle pas. Et moi, ça m'arrive en tant que thérapeute en poste immédiat, longtemps après ou en tant qu'expert sur des questions d'œil traumatique, d'avoir des enfants qui sont sur le papier suivis depuis 2-3 ans et qui me disent, mais non, j'en ai jamais parlé avec mon thérapeute. Et le thérapeute attend que l'enfant parle. Et l'enfant attend que le thérapeute lui parle. Donc, on va s'attendre longtemps. Quand un enfant est blessé psychiquement, il y a vraiment cette idée qu'il n'a pas forcément les mots pour s'autoriser à parler, pour parvenir à décrire l'indicible. Être face à la mort, c'est être face à quelque chose qui n'a pas de sens, qui est inintelligible. Et l'enfant n'a pas forcément la capacité de mettre des mots. Il y a une métaphore que je prends souvent pour les collègues, pour montrer que attendre l'élaboration de la demande, ok, quand on est névrosé, quand on a des petits soucis du quotidien, oui. Mais quand on est blessé psychiquement, c'est pas forcément le plus adapté parce que les gens n'ont pas les mots pour dire les choses. Et l'exemple que je prends souvent, c'est une personne qui fait un arrêt cardiaque, elle est en train d'agonir, on n'attend pas qu'elle élabore une demande des secours. Les secours interviennent et la réaniment. Un enfant qui est blessé psychiquement, si j'attends trop qu'il élabore une demande, bah souvent je vais être dans le mur et je vais laisser l'enfant souffrir des mois, voire des années. Et malheureusement, certaines fois, ça conduit à des passages à l'acte auto-agressifs ou des conduites suicidaires, voire des suicides, parce que l'enfant n'a pas trouvé d'interlocuteur. Alors les parents sont désolés, ils disent mais si je lui ai dit ça va, t'as besoin de parler. Donc c'est une façon de dire les choses. Dans ce que tu dis, je fais juste une digression et tu me diras si ça résonne ou si tu trouves ça juste, mais je trouve qu'en fait ce fonctionnement de justement ne pas attendre l'élaboration de la demande, d'être présent, d'accompagner, de descendre au niveau de l'enfant, de pas être dans la projection, mais plus justement dans des questionnements qui sont ouverts, qui permettent plus facilement l'expression. On en parle là pour les enfants, mais est-ce que c'est pas finalement une posture qui est peut-être la plus soutenante ou qui est en tout cas la plus à l'écoute des besoins de la personne qu'on a en face et qui vit une difficulté, un traumatisme, un deuil, une perte, que ce soit un tout petit bout ou que ce soit finalement un ado ou un adulte? Oui, complètement. Une personne qui est traumatisée, donc le traumatisme, c'est la confrontation à la mort, qui a été, donc moi je parle de blessure psychique parce que victime c'est un terme judiciaire. En tant qu'expert, je peux pas être victime, mais là, en tant que psy, de blessé psychique, on est face à l'indicible. On n'a pas de mots. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que les prises en charge sont conçues pour que les gens parlent. Bah oui, mais à T0 de l'événement, j'ai pas les mots pour parler. Donc, l'adulte, souvent, récupère plus rapidement que l'enfant au niveau psychique, parce par exemple, il peut anticiper les secours, les choses, alors que l'enfant, il est perdu, il n'a pas de repère. Mais dans les deux cas, il y a cet indicible. Il y a cet état de prostration, on n'a pas les mots. Donc, quand on intervient auprès de personnes blessées psychiquement, adultes comme enfants, on essaye d'être un peu une prothèse psychique à un moment donné, mais ça nécessite de pas être intrusif, d'y aller par petits pas, parce qu'il ne s'agit pas d'induire des choses, donc dans des formulations ouvertes. Et bien évidemment, pour l'enfant, c'est encore plus important, parce que l'enfant, il n'a pas les ressources de l'adulte. Donc oui, cette technique d'empathie transitionnelle, on l'utilise beaucoup avec les petits, avec les enfants, mais aussi avec les adultes, parce qu'un adulte qui est traumatisé, au moment du trauma, souvent, il y a une régression assez forte et il y a toute la part de l'infantile qui survit aussi et qui est à apaiser. C'est trouver vraiment la juste posture, comme tu le dis. On sent, je fais un petit pas, peut-être que je reviens et je fais un pas de côté pour essayer de trouver une autre formulation. C'est tout un art, comme tu le disais aussi finalement tout à l'heure. T'en parlais aussi en disant que voilà, tu t'occupes aussi de situations qui sont traumatiques. Là, on va dire qu'on a parlé du deuil de manière assez
générale, même si dans ces généralités, il y a toujours de l'aspect individuel et propre à chacun, dans des situations qui sont traumatiques. Alors, je peux citer, quand on enregistre les épisodes, c'est aussi, cet épisode, c'est en décembre, donc du coup, c'est aussi de situations, mais tout ce qui est de l'ordre des catastrophes naturelles, ou alors un suicide qui est un décès, mais qui est un décès quand même traumatique d'une certaine manière, tout ce qui est de l'ordre des homicides, ou encore, par exemple, des attentats. Est-ce que par exemple, tous les décès traumatiques sont gérés de la même manière et il y a une grande différence par rapport au deuil, ou alors est-ce que dans le cadre d'un décès par rapport à un attentat, un homicide, un suicide ou une catastrophe naturelle, il y a des points qui sont aussi à chaque fois propres à chaque type de deuil? Alors, c'est une remarque très juste, enfin les précédentes l'étaient aussi, mais c'est important d'en parler. La mort, ça fait partie de la vie. Alors, c'est peut-être la seule chose qui nous unit tous, c'est qu'on va tous mourir. Je souhaite à chacun le plus tard On possible. est d'accord. Mais il y a différents types de morts. La mort en fin de vie, on peut être extrêmement triste. La grand-mère qui décède à 110 ans, on est extrêmement triste, mais quand il y avait de l'affection, des liens, d'attachement avec elle, on est triste. Mais on se dit, voilà, elle a vécu une belle partie des choses merveilleuses. C'est dans l'ordre des choses. Il y a des morts qui sont, et dans les publications, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout dans les différentes cultures, on a des morts qui sont plus traumatogènes, qui sont plus à risque d'entraîner une souffrance du deuil. Parce que le deuil, je ne l'ai pas défini, mais je vais le définir rapidement, c'est la réaction psychique face à la perte, pas forcément la mort, avoir perdu un amoureux, déménager, perdre son environnement, des parents qui se séparent, perdre des repères. Mais le deuil, en tant que tel, c'est pas une maladie, c'est une réaction psychique d'adaptation face à quelque chose que je n'ai plus. Je dois retrouver un équilibre. Et des fois, il faut un petit peu de temps. Les Américains, face à la mort, ils nous disent qu'il faut 2 ans. Bon, ça dépend des deuils, c'est une moyenne. Mais ça n'est pas une pathologie en tant que telle. Petit bémol, si je vais chez mon médecin en étant endeuillé, il est fort probable qu'il me propose une to-do list d'ordonnances, d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de somnifères. On psychiatrise beaucoup le deuil. Et ça, c'est un peu compliqué parce que les gens qui ont été mis sous médicaments pendant des mois, je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais je dis qu'il faut pouvoir anticiper la suite. Ça les aide à tenir. Mais 8 mois après, il n'y a plus les médicaments, ils À s'effondrent. quel prix parfois? Ils consultent en disant, mais je pleure, j'ai pas pleuré au moment de l'événement. Bah oui, si tu étais sous camisole chimique, tu pleures moins. Donc, il y a ces enjeux-là. Et ce que l'on sait dans les publications, dans les recherches, c'est que certains deuils sont plus à risque de conduire à des pathologies du deuil. Le deuil, c'est pas pathologique. Dans 4% des cas, à peu près, il peut le devenir. Ce sont les morts intentionnelles, un crime, un attentat, une guerre, un suicide. Ce sont les deuils, on ne retrouve pas les corps, où les corps sont très endommagés. Les catastrophes naturelles, malheureusement, en sont souvent l'exemple. Ce sont les pertes d'enfants. Alors, dans le deuil anténatal, j'ai consacré un ouvrage à ce sujet-là parce que c'est vraiment un deuil très invisibilisé par notre société, perdre son bébé avant la naissance. Un enfant qui décède juste après ou très jeune, c'est pas dans l'ordre des choses. Donc, on sait que ce sont des deuils beaucoup plus à risque d'effracter le psychisme parce qu'on n'a pas eu le temps de s'y préparer. Le vieillage, la maladie grave, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir, attention. L'intensité de la douleur, elle est là, mais l'effraction, l'impact traumatique est différent. Quand j'ai mon enfant, moi j'ai travaillé longtemps donc en pédiatrie, on accompagnait les parents d'enfants très malades qui avaient un cancer et on faisait un accompagnement en fonction de l'évolution de la maladie et il y a ce qu'on appelle un pré-deuil. Les parents souvent se préparaient, s'organisaient dans la famille, pour la fratrie, pour leur travail et être auprès de leur enfant. Et quand l'enfant décédait, c'était pas du tout pareil que quand on appelle avec le SAMU des parents parce qu'un enfant vient de mourir à l'école. Là, les parents, ça s'effondre. Donc, la douleur est là, mais encore une fois, l'impact, l'expressité de l'impact va être différente. Et on distingue 2 types de deuil. Dans les pathologies du deuil, il y en a beaucoup, mais 2 principales. Le deuil traumatique, qui est un deuil où il y a des complications du deuil. Certaines fois, on va avoir de la peine en différé, ou certaines fois, on va développer des troubles graves, des troubles, par exemple, psychotiques, délirants. Prendre un exemple rapide, un parent qui a perdu son enfant dans une avalanche, il est convaincu que son enfant a survécu sous le glacier. Ça n'a aucun sens. C'est quelqu'un qui, dans la vie, est bien organisé, mais dès qu'on parle de son enfance, c'est délirant. Donc, on a des deuils pathologiques, on a des deuils qu'on va appeler
traumatique. Traumatique, c'est je suis blessée psychiquement suite au deuil. Et il y a une autre catégorie qui est le deuil post-traumatique. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais c'est important de bien nommer Bien les sûr. choses. Le deuil post-traumatique, ce sont des personnes qui ont vu leurs proches mourir et qui ont failli mourir. Donc, il y a à la fois l'impact traumatique d'avoir vu mourir quelqu'un. C'est pas du tout pareil que d'apprendre que quelqu'un est mort. On va passer les détails, mais être exposé à la mort, ça expose beaucoup à des images, à des odeurs, enfin des choses sensorielles qui peuvent faire vraiment une blessure psychique. Et j'ai failli mourir, ou j'ai cru que j'allais mourir. J'étais dans la catastrophe naturelle. J'étais sur la terrasse à Paris au moment des attentats. J'étais en Ukraine au moment des bombardements. J'étais dans la voiture au moment de l'accident. J'ai failli mourir et un de mes proches est mort, ou quelqu'un qui était à côté de moi est mort. Et donc là, il y a à la fois les troubles post-traumatiques de ma survie psychique d'avoir été exposée à un attentat, à une tuerie, à une catastrophe naturelle, et le deuil. Et on a souvent des troubles avec, entre autres, la culpabilité d'avoir survécu. C'est assez fort et ça vient parasiter tout le processus de deuil. Donc, en tant que parent, c'est pas forcément la question, enfin, c'est important de savoir. En tant que professionnel, c'est vraiment important de connaître ça parce qu'on n'intervient pas pareil avec un deuil traumatique, un deuil adapté et un deuil post-traumatique. Mais ce qu'on peut dire aux parents, c'est que si vous êtes vous confronté à une situation où votre enfant est décédé, je pense à un exemple où il y a eu un accident de voiture, il y a un enfant qui est décédé dans la voiture, les deux autres non, les parents ont survécu. Là, il faut savoir que là, oui, en effet, il y a de forts risques pour vous comme pour votre enfant qu'il y ait un deuil compliqué, voire post-traumatique qui se développe. Donc, de pouvoir, là, encore moins hésiter à solliciter de l'aide. Ouais, bien sûr. Il y a ces deuils-là et un des enjeux aussi qui est important, même s'il n'est pas forcément facile à aborder, c'est la question du corps. Quand le corps n'est pas trop endommagé, les agents funéraires font un travail remarquable pour la présentation. Quand il est très endommagé, c'est impossible de présenter. Et puis, il y a les cas, entre autres les attentats, pour des raisons médico-légales, le procureur ne donne pas l'autorisation de voir le corps. Donc, on va vous présenter un drap ou un cercueil en vous disant que votre proche est là. Au moment du tsunami, toutes les familles n'ont pas pu retourner à Phuket, en Thaïlande, et les corps sont revenus dans les cercueils, et le gouvernement n'avait qu'une taille de cercueil. Et moi, j'ai accompagné une famille où les grands-parents avaient perdu leur fille, leurs deux petits-enfants qui avaient 15 ans et 4 ans, et c'était 3 cercueils de taille identique. C'est extrêmement compliqué de se dire, là, il y a ma fille, mon ado et de petite fille, parce que le gouvernement n'a qu'une taille de cercueil, il n'a pas voulu faire 2 tailles. Et on ouvre pas les cercueils du retour. Vous voyez, donc, c'est compliqué. On sait que c'est plus compliqué. Et il faut être attentif à ce moment-là. Oui, du coup, comme tu le dis, on sent bien qu'il y a des différences, comme tu l'as dit, qui sont notables. Et de ce fait, je pense qu'il y a peut-être une question s'il y a certains parents qui nous écoutent en se disant, donc j'ai entendu qu'il fallait me mettre au niveau de l'enfant. Et dans ces moments-là, il y a une question qui doit certainement se poser. C'est peut-être plus facile, et je mesure mes mots avec des grands guillemets autour de facile, d'aller poser les mots sur la vérité du décès de mamie, par exemple, comme tu donnais l'exemple tout à l'heure, parce que c'est plus dans l'ordre des choses. Quoique parfois, on va dire que mamie s'est endormie, et après, ça peut aussi causer des difficultés et des troubles, et on peut en parler si tu le souhaites. Et je me dis, mais là, c'est un décès qui est traumatique. Comment réussir à dire la vérité à un enfant ou à trouver les mots pour que l'enfant puisse aussi comprendre, parce que je pense qu'il a peut-être déjà de un le droit et de deux le besoin aussi pour comprendre les choses, mais à son niveau à lui, parce que j'imagine que voilà, c'est des situations auxquelles tu fais face et auxquelles tu dois peut-être avoir j'allais dire des tips, mais en tout cas des graines de réflexion pour que les parents puissent trouver. Alors déjà, aller solliciter de l'aide, comme tu l'as dit, je pense que c'est hyper important dans ce type de situation, mais aussi avoir ses propres réflexions finalement en arrière-plan. Oui, c'est important parce qu'on sait que mentir, ça va créer des secrets de famille et ça va être infernal. Première explication, raison. La deuxième, c'est que les écrans donnent beaucoup d'informations et je pense par exemple au suicide. Il y a 30 ans, quand un parent se suicidait, l'autre parent pouvait prendre le temps d'aborder les causes du décès si l'enfant n'était pas présent. Si c'est l'enfant qui découvre, c'est bien évidemment différent. Maintenant, dès que l'enfant a accès aux réseaux sociaux, à Internet, et des fois ils ont accès très tôt. Vous avez un enfant de 5 ans, mais à l'école il y a des plus grands.
ou votre ado, ils vont aller sur Internet, regarder. Et moi, souvent, c'est ce que je fais avec les parents quand ils m'expliquent, voilà, on a perdu notre fils ou mon mari qui s'est suicidé. Je ne l'ai pas dit à mon enfant, il présente plein de troubles. Bah, on va taper le nom et très souvent, ça apparaît. Donc, ça a changé beaucoup la donne aussi, ça. Donc, des fois, on est un petit peu plus pressé de dire. L'idée, c'est d'essayer de pas être trop intrusif, pas forcément tout dire parce qu'il y a des choses qui peuvent être effrayantes, mais de s'adapter à l'enfant. Alors, il y a le cas où l'enfant est présent. Si l'enfant est présent, qu'il a vu son parent décédé, qu'il a vu son papy se suicider, il était là, on explique ce qui s'est passé. L'enfant le sait. On va demander à l'enfant, est-ce que tu as envie de me parler? Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu as vu, ce que tu as compris de pourquoi papy est mort? Une question ouverte. Quand l'enfant peut dire non, voilà. L'enfant peut dire non. Et en tant que parent, on peut lui dire à ce moment-là, écoute, peut-être que ça serait important qu'on en parle, mais si tu veux pas en parler pour l'instant, on n'en parle pas. Mais si tu veux en parler à tati, à tonton, à marraine, ou je sais pas qui, à un autre tiers, parce qu'il peut avoir peur de nous en parler, c'est important de le faire. Ou alors on demande à l'enfant, est-ce que Doudou, s'il est petit, est-ce qu'il a vu des choses? Ou est-ce que tes copains d'école, ils ont compris quelque chose? Donc il va pas des fois nous dire, j'ai vu papy prendre le fusil, se tirer une balle là, et la tête était tout en morceaux. C'est des mots d'enfant. C'est trop violent pour lui parce que ça fait revenir les images. Mais de dire, mais Doudou, il était là et il a vu ça. Ou alors, si j'étais un journaliste, je dirais que le monsieur, il a pris son âme et il va faire un peu une médiation, prendre un tiers pour parler de ses émotions parce qu'en parler direct, c'est trop violent. Donc, c'est important que je lui propose, s'il a été présent, témoin, d'en parler et surtout de mettre des mots pour essayer de contenir la culpabilité qu'il aura. Ouais, en fait, derrière ce que tu dis, il y a cette notion de tout à l'heure, tu parlais sur les enfants qui théorisent, c'est en fait aller comprendre qu'est-ce que l'enfant a théorisé, surtout quand il l'a vu, pour que je puisse m'adapter aussi à ça et comprendre ce que lui a vécu pour me mettre d'autant plus à son niveau. C'est ça? Oui. Par exemple, un enfant dont papa a fait une bouffée délirante, a tué la maman et a essayé de poignarder les enfants aussi. Les enfants ont réussi à s'en sortir et après, il fallait expliquer. Les médecins ont annoncé le décès de la maman parce que la maman était décédée. Le père s'était suicidé derrière parce que c'était quand même très compliqué. Mais eux, ils avaient vu. Et d'attendre que l'enfant parle, je vais attendre des années. Aller à côté de lui à l'hôpital, lui réexpliquer le contexte, que j'étais intervenue avec les docteurs. Lui, il était dans le coma à ce moment-là. Lui demander s'il se rappelait de ce qu'il avait vu, est-ce qu'il avait envie d'en parler. Il me regardait, il avait pas les mots en fait. Donc on a fait un code avec la tête. Il me faisait comme ça s'il voulait que j'arrête, ou comme ça s'il voulait que je continue. Et moi j'ai reparlé du contexte en disant que le papa nous avait appelé pour nous dire qu'il avait tué tout le monde. On est intervenu, il y avait du sang partout, mais c'est quelque chose auquel il a été exposé. Oui. Et quand on est intervenu, lui il était dans la cuisine. Alors, on donne pas les détails des morcellement, on donne pas les détails. Mais on dit, voilà, le papa a tué, c'était la réalité. Il y avait du sang, ce qui est aussi la réalité. Parce que lui, il était dans une mare de sang, il a eu beaucoup de tocs après de troubles obsessionnels compulsifs, de lavage, parce qu'il avait l'impression d'avoir le sang qui collait, il se frottait. Et comme il disait toujours rien, je lui ai dit, écoute, moi, ce que je sais, c'est que souvent les enfants, quand un parent est mort, quand quelqu'un est mort, ils pensent que c'est à cause d'eux. Je ne sais pas si toi, c'est ce que tu penses, mais souvent, c'est ça. Et là, il me fait oui, oui, oui. Et à ce moment-là, il me toise, je peux te parler, pas te parler, je prends un risque que tu me juges ou pas. Et il me dit, mais c'est de ma faute, la mort de maman. Alors, pour moi, c'est insupportable d'entendre que père, il a poignardé tout le monde. Mais si je lui dis, mais non, c'est pas de ta faute, je suis pas dans l'empathie transitionnelle. Je suis avec mon savoir que j'impose. Ouais. Non, c'est pas de ta faute. Je projette et je lui donne une réponse qui va peut-être même pas intégrer. Essaye de trouver un sens, dit c'est de ma faute. Si moi j'arrive, c'est pas de ta faute. Je le détruis psychiquement. Ou je détruis les béquilles psychiques qu'il essaie de mettre en place pour tenir. Et la culpabilité aide à donner du sens et à se dire que si ça se reproduisait, je ferais pas la même chose. Donc, il faut essayer de pas l'invalider. Mais il s'agit pas de dire, si, c'est de ta faute. Mais de lui dire, pour moi, c'est pas de ta faute. Restaurer le sentiment d'appartenance. Je sais que souvent, les enfants disent que c'est de leur faute. Donc, t'es pas tout seul à penser ça, t'es pas fou, t'es pas tordu, t'es pas malade. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi tu penses que c'est de ta faute? Oui, comme ça, justement. Et là, l'enfant me dit, mais j'ai pleuré au moment de la soupe. Je voulais pas manger. Et papa s'est énervé. Donc, il y a la théorie de base.
Et tout le travail, alors c'est le travail des thérapeutes, c'est de permettre de se dégager de la culpabilité. Mais si d'emblée je dis c'est pas de ta faute, On a bah, rompu le dialogue, il va en pas fait. plus jamais. Ouais. Voilà. Donc, avec les enfants exposés, c'est important de leur laisser cet espace-là, parce qu'on sait qu'ils ont vu, on sait qu'ils ont des fois été pris à témoin par le parent avant son suicide, par exemple, ou avant une tuerie. Donc, c'est vraiment important. Quand l'enfant, on lui apprend la mort, ce qui n'est pas la même chose, parce qu'il n'a pas Bien l'image, il sûr. n'a pas le sentiment d'impuissance qu'il aurait pu empêcher. L'annonce, alors bon, je pense qu'on peut en parler maintenant, mais l'annonce, c'est mieux que ce soit un médecin. Si c'est pas un médecin, c'est le boulot du médecin. On essaye de médiatiser parce que pour l'enfant, c'est celui qui dit qui est. Donc, si maman me dit papa est mort, Ouais. comme ça, maman, elle est responsable de la mort de papa. C'est comme ça, l'enfant, dans sa façon de penser. Si maman dit l'hôpital m'a appelé parce que papa, il est tombé au travail. L'hôpital et les docteurs sont venus. Ils ont essayé de sauver papa. C'était très grave. Le docteur m'a dit que le cœur de papa s'est arrêté. Le docteur m'a dit que papa est mort. Ça prend pas beaucoup plus de temps et ça fait de la médiation. On annonce le décès à l'enfant avec le mot mort. Après, tout l'enjeu, c'est ça, c'est qu'il y a des décès où on sait que l'enfant, on est soi-même plus bouleversé d'annoncer un décès par suicide, souvent que le décès de mamie de 90 ans. Alors, c'est pas forcément, on est mort, c'est violent, mais il y a un tel tabou autour du suicide en plus dans notre culture qu'on se sent très coupable quand un proche est décédé par suicide. Donc, c'est des fois plus compliqué d'en parler. Mais on peut déjà annoncer comme ça, si le médecin n'a pas fait, en médiatisant le décès du parent. L'enfant peut demander directement, mais il est mort comment, de quoi, s'il est un peu grand, ou on peut lui demander, est-ce que tu veux savoir de quoi il est mort, comment il est mort. Si on veut anticiper, vous voyez, on s'ajuste toujours. Si l'enfant me dit, mais il est mort de quoi? Pensez, toujours un peu un rétropédalage, l'enfant il pose jamais de questions par hasard, il pose une question parce qu'il a théorisé quelque chose. Donc, le réflexe, c'est de dire, ta question est importante, ça vous laisse 2 secondes pour vous poser. Il y a plein d'enfants qui posent cette question-là, une seconde de plus. Qu'est-ce que toi, tu penses? Et ça, c'est je me mets au niveau, je vais pas d'emblée dire, il est mort d'une maladie, ou il s'est suicidé. Je vais partir de ce que l'enfant a compris. Et l'enfant, il a peut-être entendu. Il a peut-être capté des conversations. Il a peut-être déjà théorisé autour du décès. Ou des fois, il a pas du tout théorisé ça, autre chose, et c'est pas du tout la réalité. Et c'est important de partir de lui. S'il me dit, il est mort d'un accident à vélo, de dire non, c'est pas un accident à vélo. Il a fait un malaise, il est tombé. Les sauveteurs sont venus, les docteurs ne savent pas. Alors des fois, il y a une autopsie pour savoir, mais des fois, on ne sait pas. Et s'il s'est suicidé, c'est souvent important quand même de le dire pour pas qu'il y ait le tabou. Si je pense que le tabou, l'enfant va le sentir. Donc, de pouvoir demander à l'enfant s'il pose la question, qu'est-ce que toi, t'as compris? Peut-être que le parent lui avait dit qu'il allait se tuer. Hein. Il y a des parents qui disent à l'enfant, des fois qui font du chantage à l'enfant, il y a des frères et sœurs qui se suicident, qui laissent des textos à leur fratrie, vous voyez, c'est des camarades. Donc, l'enfant, il a pu être dépositaire de cette volonté de mourir. Donc, soit il dit, il m'a dit qu'il allait se tuer, il s'est tué. Donc, on peut reprendre en disant, les docteurs m'ont dit que, en effet, il s'était suicidé. On n'est pas obligé de donner le mode opératoire tout de suite si l'enfant ne l'a pas vu. S'il demande, on peut en parler avec lui. À ton avis, quand on se suicide, comment on peut faire? Alors, des fois, ils sont assez redoutables parce qu'ils nous font une liste terrible. Et on peut simplement dire, oui, il a pris une corde pour se tuer. Mais on va pas donner les détails du corps, par exemple. Donc, mettre les mots, ça fait beaucoup moins mal que de laisser l'enfant dans le vide. C'est parce que ça fait peur, en réalité. Ça fait peur la Oui, plupart du bien temps aux sûr, ça parents. fait peur. Là, quand tu Bien donnes sûr. l'exemple de, oui, il nous dresse une liste, je sais pas, j'imagine tout de suite le truc de, mais s'il connaît tout ça, potentiellement. Et après, on se fait nos propres films d'adultes et on a d'autant plus peur, mais je trouve qu'il y a rien de tel que poser les mots. C'est beaucoup plus difficile sur le moment où ça se passe, mais
c'est plus bénéfique, je trouve, sur le long terme, autant pour le parent, pour la famille, parce que comme tu le disais, quand il y a des non-dits, il y a des tabous qui s'installent et après, ça porte pas juste sur la personne ou juste sur l'enfant, ça porte sur tout le système familial d'une certaine manière. Et finalement, c'est plus bénéfique. Et il y a quelque chose qui me vient. Donc là, on a dit si l'enfant assiste à la situation, si l'enfant apprend la situation. Et je me souviens que tu avais cité cet exemple dans ta conférence et je trouvais ça vraiment pertinent, c'est de dire, si imaginons l'enfant, il est témoin mais qu'il n'y a pas encore la mort, mais qu'on ne sait pas comment ça va se passer, il y a cette notion parfois de la promesse. Je te promets, ça va aller. Je te promets, tout va bien se passer. Et je trouvais ça très pertinent de l'aborder parce que pareil, ça part souvent d'une grande, de plein d'amour, de la part d'un adulte, de plein de bienveillance. Mais cette promesse, on n'est pas toujours capable de la tenir, voire en réalité, on peut même pas la tenir parce que c'est pas nous qui agissons, on n'est pas médecin. Et je sais que tu l'avais exprimé en disant que ça peut créer d'autres choses. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Oui, c'est souvent quelque chose, et je pense important de lire. Les parents, enfin l'entourage, ils font ce qu'ils Bien peuvent. sûr. Ils font ce qu'ils peuvent, et au moment où on est face à un accident grave, on court-circuite beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup d'accidents j'avais dû donner un exemple par rapport à une fratrie, beaucoup d'accidents où la fratrie est présente au moment où il y a un frère ou une sœur qui a un accident domestique, le portail du jardin qui retombe sur la nuque, une noyade, ou un accident de la voie publique. Et l'enfant va voir, la fratrie voit ses parents totalement en panique, ce qui est complètement adapté, hurler, appeler, les secours interviennent, et les voisins sont là, prennent la fratrie, ou imaginons que c'est un parent, mais l'enfant qui est présent, l'entourage dit ça va aller, t'inquiète pas, il va à l'hôpital, ça va aller. Mais des fois, l'autre est déjà en arrêt cardiaque et il va décéder dans le camion. Donc le ça va aller, t'inquiète pas, il faudrait ne pas les utiliser. Mais peut-être prendre le temps de dire j'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Je comprends, c'est très inquiétant pour pas dénier, parce que t'inquiète pas, si moi enfant, t'inquiète pas alors que je suis mort d'inquiétude, ça veut dire que si je m'inquiète, je suis pas bien adaptée. Donc du coup, ma mère qui me dit t'inquiète pas, oui mais je suis inquiète, donc ça veut dire que je suis pas On bien, invalide ce que je quand ressens. je suis pas bien, voilà. Et que maman, elle est pas là pour m'écouter puisqu'elle m'écoutera uniquement si ça va bien. L'adulte en disant ça se disqualifie, s'invalide. Alors que si l'adulte dit, essaye de dire, je sens que tu es inquiet, moi aussi je suis inquiet. On va avoir, les secours vont nous dire, j'espère que ça va aller, ça change tout. Parce que le t'inquiète pas, ça va aller, et qu'après il faut aller annoncer à l'enfant le décès, ça invalide les secours, ça invalide le parent ou l'adulte qui a formulé ça. Mais moi, je l'entends au quotidien des collègues. Il n'y a pas que les parents, les collègues, le SAMU, par exemple, quand on intervient, le nombre de fois où on entend ça va aller, ça va aller, ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller. Ou un parent qui est transporté dans un accident de la voie publique, qui demande où est son enfant, ça va aller, vous inquiétez pas. Non, il est pris en charge. Mais le parent, il avait vu que l'enfant était mort. Donc, on essaye de le rassurer, et les collègues disent, il faut que la mère se batte pour vivre. Oui, mais si elle se bat en lui mentant, c'est pas possible. Alors, on peut décaler en disant, écoutez, là, on s'occupe de vous. Je vais demander aux collègues qui s'occupent de votre enfant, mais là, on s'occupe de vous. Je demande à mon collègue de revenir. Ouais. Mais on va pas dire que ça va aller, surtout si on sait qu'elle est morte. Oui, de laisser Pour reprendre place en fait à la personne pour que, ou même nous pour pouvoir avoir les réponses. Je parle de ça parfois avec en disant si on sort même du décès, les enfants ils posent des questions sur la mort sans même avoir vécu forcément de deuil, de décès ou de deuil traumatique. Et parfois les parents ils sont un peu pris de court en disant mais qu'est-ce que je vais faire, et puis souvent ça tombe dans des moments où je sais pas, on est dans la voiture et alors et du coup tu vas me dire comment. C'est souvent dans des moments où on a vraiment pas envie que ça arrive. Donc on est dans la voiture, on a passé, je sais pas, 3-4 heures à l'hôpital, l'enfant a rien dit, on repart, et alors là, dans le rétroviseur, il lâche tout. C'est souvent dans ces moments-là. Ouais, c'est ça. Et du coup, dans ces moments-là, moi, ce que je dis, c'est que si sur le moment, vous vous sentez pas de répondre, et c'est ok, parfois, vaut mieux pouvoir dire les choses, comme tu le disais tout à l'heure, de pouvoir prendre un temps et de gagner parfois quelques secondes ou quelques minutes, mais tout en légitimement, finalement, la question de l'enfant. Ta question est importante, j'ai besoin de prendre le temps pour pouvoir y répondre. Est-ce qu'on peut en reparler tout à l'heure, au moment du repas? Et du coup, ça vous donne peut-être le temps de se poser, de dire
comment je vais pouvoir aborder les choses pour essayer de trouver les mots les plus justes possibles. Est-ce que c'est le type de comportement que tu conseilles aussi quand justement le Oui, parent ou un proche, d'ailleurs c'est peut-être pas forcément toujours un parent, mais un adulte en lien avec un enfant se sent peut-être démuni face à la question et a peut-être peur de justement de pas avoir les mots justes, de prendre un sas, un temps justement pour revenir à soi. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire pour pas faire comme si de rien n'était, mais en même temps pour pas mettre trop les pieds dans le plat. Enfin voilà, trouver le juste équilibre, c'est une attitude et un comportement qui semble raisonner. oui, le lien humanisant avec l'enfant, c'est de toujours maintenir une continuité dans ce qu'on appelle un méta-besoin qui est la sécurité psychique et affective. Euh, le parent au sens large, hein, l'adulte qui va s'occuper de l'enfant, qui va prendre soin de lui, qui va porter, accompagner, c'est vraiment important qu'il dise à l'enfant ce que tu dis, c'est important. Je ne sais pas forcément te répondre, je vais me renseigner, ou là c'est un peu trop compliqué pour moi de t'expliquer, mais je te promets que dès que ça ira mieux, je t'en reparlerai. Que l'adulte s'autorise à différer. Vous êtes dans plein les papiers avec votre mari qui vient de décéder parce qu'il a été tué, parce que il est décédé dans un accident à très loin alors qu'il était en vacances, parce que et vous-même vous savez pas où vous en êtes. Comment voulez-vous être disponible pour en parler à l'enfant? C'est compliqué. On peut différer. Je vais prendre un exemple d'une maman qui était enceinte quand elle quitte son compagnon. Alors, ils se quittent, ils s'entendent plus, il n'y avait pas de violence. Il est au courant qu'elle est enceinte et il va se suicider. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes d'addiction. Il se suicide. Elle est à 7 mois de grossesse. Donc, ils sont séparés. Euh, Lui savait qu'elle était enceinte, mais bon, ils étaient séparés. L'enfant, aujourd'hui, il a 5 ans. Et moi, elle me consulte en me disant, mais je lui dis quoi? Parce qu'il n'arrête pas de poser des questions sur son papa. Le prénom du papa a été donné. Elle lui a dit qu'il était mort. Ça, c'est des choses qui ont été dites tout petit. Comme ça, il n'y a pas le secret à entretenir. Mais là, il demande de quoi, comment et où il est. Et elle n'arrive pas à lui dire. Et elle a peur de le traumatiser. Elle a peur de se sentir coupable, de se dire que son petit garçon puisse dire ah bah si c'est suicidé, c'est parce que tu l'avais quitté ou je ne sais quoi. Elle ne sait pas et elle est trop mal actuellement psychiquement pour encaisser d'autres questions de l'enfant. Donc moi, ce que je lui ai conseillé, c'est de prendre le temps de dire à l'enfant c'est très important ta question. Et elle a plusieurs stratégies où elle dit écoute, pour l'instant, c'est un peu compliqué pour moi d'en parler parce que ça fait encore beaucoup de peine, mais je te promets que je t'en parlerai. Il n'y a pas de secret, mais c'est compliqué. Ou alors, ce qu'on appelle le mensonge prosocial. Je dis pas tout, mais voilà, je dis pas parce que je suis pas forcément bien pour te en parler. De lui dire, écoute, moi j'ai su par mamie parce que le petit garçon est en contact avec les grands-parents paternels, qui m'a prévenu qu'il était mort, mais je ne sais pas comment. Je vais lui demander. Je prends un petit peu de temps. Mais elle peut tout à fait dire à son enfant, il est mort. À ton avis, on peut mourir comment? Et en effet, l'enfant fait une do-do list, mais il vaut mieux le savoir qu'il a cette do-do list dans sa tête, qu'il puisse en parler plutôt que de la ruminer et que ça s'enquiste. Comment est-ce qu'on peut mourir? Et probablement à 5 ans, qui dira le mot, pas forcément suicide, mais on peut se tuer. Et s'il le dit pas, on peut dire, bah, on peut mourir d'un accident, on peut mourir parce qu'on est tué, on peut mourir parce qu'on est malade, on peut mourir parce qu'on est vieux. Et il y a des fois, on meurt parce qu'on se donne la mort. Et ton papa, il s'est donné la mort, on appelle ça un suicide. Et on n'est pas obligé de donner le mode opératoire tout de suite. Donc, on peut différer. Ce qui est important, c'est que l'enfant sache qu'il n'est pas tout seul. Face à la mort, au quotidien, mais face à la mort, c'est vraiment le fil rouge, qu'il sache qu'il n'est pas tout seul. C'est toujours se montrer justement disponible, ou alors, si on ne se sent pas disponible, de pouvoir réorienter vers le parrain, la marraine, les grands-parents, tati, tata, enfin, mais en tout cas de réorienter justement vers une autre personne qui à ce moment-là sera disponible et ne éviter de décrédibiliser sa question ou de rendre sa souffrance en fait illégitime, comme si non, il n'y a pas de question à se poser, même si parfois les questions viennent nous toucher, hein, et elles viennent aussi en écho et ah là là, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Et justement, peut-être pour conclure un peu cet épisode, t'en as déjà donné pas mal des ressources. En fait, moi, ce qui me vient depuis tout à l'heure quand je t'écoute, je me dis mais
ça devrait faire, alors je sais pas si je vais le dire de manière juste, mais je vais le dire comme ça me vient, ça devrait faire partie de la formation pour devenir parent. Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu en fait, on devrait, Bien sûr. alors peut-être même on devrait tous avoir ça en tant qu'adulte, je sais pas, je pense au cours d'éducation civique quand on est jeune, mais qu'on devrait avoir peut-être à l'âge adulte, d'être formé sur certaines choses, d'avoir ces notions-là pour éviter des choses qui sont pleines de bienveillance et plein d'amour, pour reprendre l'exemple du ne t'inquiète pas, ça va aller. On Mhm. dit avec beaucoup d'amour, mais qu'en fait, si on avait conscience de ce que ça peut provoquer, on viendrait peut-être remplacer ces mots-là. Mais en fait, on le sait pas et on s'y intéresse pas parce que ces sujets sont aussi tabous et c'est pas les sujets qu'on a forcément envie, envie d'aller aborder. Et du coup, dans ces notions-là, est-ce que tu as d'autres ressources que tu aurais envie de partager, autant peut-être en amont, se dire, tiens, ces réflexions, elles m'intéressent et je reste conscient ou consciente que potentiellement demain, ça peut arriver à mon enfant, ça peut arriver à ma famille. Je l'espère pas, personne ne vous le souhaite, on est bien d'accord, mais on n'est pas à l'abri d'eux. Et du coup, c'est comme si je me préparer avec des guillemets parce qu'on n'est jamais non plus totalement prêt, mais au moins on a des ressources et des notions sur le moment. Donc peut-être un peu avant en réflexion et puis au moment donné, comme tu le disais, donc d'aller chercher de l'aide, de trouver justement des personnes qui peuvent nous aider et nous soutenir justement dans cet accompagnement de l'enfant et de nous-mêmes aussi, hein, ça en fait partie. Est-ce qu'il y a des ressources que tu as envie de nous citer? Oui, enfin, moi j'ai écrit un ouvrage, à ma connaissance, c'est le seul qui aborde ces thématiques-là pour les parents, qui s'appelle Quand la vie fait mal aux enfants, et qui aborde toutes les épreuves possibles de fracture de vie pour un enfant. Et il est écrit pour les parents, pour aider à trouver les mots, l'ajustement, repérer les troubles, bébé, enfant, ado. Il est très général et à ma connaissance, c'est le seul qui existe sur le sujet. Il y a des associations comme la Fédération nationale des parents et des éducateurs qui accompagnent les parents dans leur parentalité au quotidien. Et puis, il y a des associations comme, alors il y en a plein, mais EKR, Vivre son deuil, Jalmar, Empreinte, au départ avec des professionnels et beaucoup de volontaires qui sont formés, c'est important, qui accompagnent les parents par rapport à ces questions-là. Après, il y a des associations, Une fleur une vie, par exemple, pour les deuils en anténatal, périnatal, il y a des associations pour les catastrophes naturelles. Enfin, après, il y a beaucoup d'associations de parents ou de personnes qui ont été exposées à des drames. Après, il y a un certain nombre d'associations qui existent, créées par des parents qui ont été exposés à des situations dramatiques. Mais l'idée, c'est des ressources pour soi-même dans les ouvrages. Les ouvrages sur la mort, on est quelques-uns à écrire. Alors, pour les parents, pas beaucoup. Et les albums jeunesse, par exemple, pour parler du suicide, il y en a qu'un. C'est moi qui l'ai conçu, qui s'appelle L'arbre et l'ombre de la lune. Sur les attentats, il y en a qu'un. C'est aussi moi qui l'ai conçu, qui s'appelle Après l'orage. Et je suis partie des mots des enfants. Et avec une illustratrice, Adolidé, pour donner des messages aussi visuels. Et avoir un support pour les parents, pour les accompagner. Et il y en a aussi un, Ma drôle de chambre, sur les enfants qui vont mourir. C'est pas des thématiques faciles, mais c'est des supports. Et on n'est pas très nombreux à mettre les mots. Il y a beaucoup d'ouvrages, on va parler du mulot, du blaireau, de je ne sais quoi. Mais mettre les mots, les enfants, ils ont besoin aussi qu'on mette les mots, il y en a peu. Et il y a d'autres ouvrages sur, moi j'en ai écrit pas mal, sur le deuil justement pour les parents et comment on en parle avec l'enfant. Donc il y a ces ressources-là en tant que parent à lire. Il y a des ressources qui existent via les associations, c'est extrêmement important. Et puis au quotidien, il y a des ressources qui sont aussi les médecins généralistes, les pédiatres, alors pas toujours bien formés, mais de pas rester seul, ça peut être important d'avoir un tiers extérieur pour être accompagné. Donc l'idée, c'est de faire un peu un maillage comme ça de ressources possibles pour moi-même d'ouvrages, pour mon enfant d'ouvrages éventuellement, de professionnels. Mais c'est important pour moi de pas dire, encore une fois, je suis thérapeute, mais de pas psychiatriser d'emblée les réactions. Les parents, on voit des enfants endeuillés, quand on prend soin des parents, quand les parents s'autorisent à prendre soin d'eux, ils accompagnent beaucoup mieux l'enfant. Donc, il y a tout ce travail-là qui est à faire et oser le faire et pas rester seul. Et puis, il y a les podcasts qui peuvent être très aidants aussi pour les parents. Ouais, c'est vraiment cette notion-là. C'est pas juste prendre soin de mon enfant, c'est aussi prendre soin de moi. Finalement, comment être disponible, être présent pour mon enfant si au passage je m'oublie et je suis pas présent ou présente pour moi-même. Je vais peut-être l'être, mais de manière peut-être moins soutenante ou moins adaptée. Et j'entends adaptée dans le sens
pour répondre aux besoins de l'enfant ou moins à l'écoute, peut-être plus dans la projection, sans forcément non plus m'en rendre compte. Donc ça, c'est important. Et toutes les ressources que tu as pu citer, je les mettrai aussi dans la description. Je mettrai les liens aussi de tes livres, comme ça, les personnes pourront juste descendre dans la description, cliquer pour aller voir si ça peut les intéresser. Moi, je voulais te remercier infiniment, Hélène, d'avoir partagé le micro avec moi pour aborder ce sujet qui est pas déjà, le sujet du deuil n'est pas simple. Quand on parle du sujet du deuil chez les enfants, ça rajoute, je trouve, quelque chose qui est d'autant plus difficile. Et pourtant, c'est ce que je disais juste avant, je le souhaite à personne, mais on peut tous et toutes y être confrontés d'une manière ou d'une autre avec nos propres enfants, avec peut-être nos petits frères, nos petites sœurs, nos cousins, nos cousines, nos filleuls. Et c'est important, en fait, de pouvoir en parler. Et tu disais tout à l'heure que dans la conception des enfants, les enfants, quand ils ont leur théorie, ils pensent que le deuil est une maladie, que justement ça s'attrape. J'ai envie de finir, moi, de mon côté, ce sera ma conclusion là-dessus. C'est pas parce qu'on en parle en tant qu'adulte que la mort va venir nous chercher ce soir. Je pense qu'en tout cas, toutes les deux, on en est l'illustration. On parle de la mort et bon, a priori, j'ai pas l'impression d'être une mort vivante face à ce micro. Je suis bien en chair et en os, je suis toujours là. Donc, et personnellement, là c'est très personnel et j'enlève un instant ma casquette d'accompagnante, mais parler de la mort m'a toujours rendue plus vivante. Et je pense que c'est souvent une peur aussi qu'on a de dire, tout à l'heure quand tu parlais de ça, tu vois, avec ces théories, l'aspect comment les enfants théorisent, je me disais, mais en fait, on a aussi ça chez les adultes, comme si j'en parlais ce soir, ça y est, c'est fini et je verrai pas la lumière demain, quoi. Donc, repas de Noël où tout le monde se réunit, si tout d'un coup tu lui dis pour mes obsèques je voudrais être incinérée ou ça va mettre un blanc d'enfer. On voit par exemple sur la question des dons d'organes, on sait à quel point c'est important d'en parler en amont parce que quand on est endeuillé dans ce contexte-là, on n'a plus vraiment la tête à ça. Mais on en parle quand? Parce que la difficulté c'est que si tout d'un coup je dis au fait si jamais je décède, je suis d'accord pour les dons d'organes où je suis pas d'accord, les gens se disent mais on va pas parler de ça. Il y a quelque chose d'effrayant. Donc oui, c'est important d'en parler. Donc voilà, vraiment merci pour ça. Merci à toi Charline pour ton invitation. Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu souhaitais rajouter, une phrase de conclusion? Non, je pense que c'est formidable qu'il y ait des podcasts comme ça qui existent parce que les parents aussi peuvent s'approprier les éléments qu'on leur donne. Et l'idée, c'est il n'y a pas d'outils pré-formatés. Le deuil, c'est une expérience, une histoire singulière qui est propre à chacun et chaque deuil est différent, mais on peut avoir des repères. L'idée, voilà, c'est d'avoir des repères et avec les repères, on va essayer d'avancer du mieux possible pour notre enfant et puis aussi pour nous, l'enfant qu'on a été, qui des fois se retrouve aussi réactivé dans sa douleur par rapport au deuil de notre enfant. Trouver ses propres repères. Voilà, c'est le mot-clé. Merci beaucoup Hélène et je te dis à très vite. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?